Allez, on se replonge dans la deuxième moitié de la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrivi. On va explorer ensemble comment on passe de la joie, de l'effervescence des fêtes, à une crise familiale vraiment profonde. C'est là que le roman révèle toute sa complexité et sa beauté. Alors, voilà notre parcours pour les minutes qui viennent. On commence avec les rituels et les célébrations, un moment de pure joie. Ensuite, on bascule dans le drame avec la crise qui frappe la famille. On verra comment ils cherchent des solutions, entre foi et superstition, avant de se concentrer sur le monde intérieur de l'enfant. Et on terminera avec une fin, une fin qui est loin d'être simple. On reprend notre histoire au cœur de la vieille Médina de Fès. Il faut vraiment s'imaginer l'ambiance, les sons, les odeurs. La vie de toute la communauté est rythmée par les traditions. Et en ce moment précis, tout le monde est en ébullition pour les préparatifs de la fête d'Achoura. Et attention, Achoura, ce n'est pas qu'un simple jour de fête. C'est un véritable événement social, un moment intense où chacun a son rôle à jouer. C'est une période de cohésion incroyable qui soude toute la communauté. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la vie du jeune Sidi Mohamed se déroule sur deux scènes. D'un côté, il y a le Msid, l'école coranique, le monde public collectif où il apprend la fierté du travail en équipe. Et de l'autre, il y a la maison, le cocon, l'intimité familiale où sa mère s'occupe des préparatifs. Deux univers parallèles qui convergent vers la même célébration. Au chapitre 7, on change de décor. On est littéralement projeté dans le souk de la Kissaria, qui est plein de vie. On suit Lala Zoubida, qui achète les habits neufs pour son fils, et on est nous-mêmes emportés par ce tourbillon de couleurs, de bruit, de négociations. C'est une immersion totale. Mais voilà, toute cette atmosphère de fête, toute cette légèreté, ça ne va pas durer. L'histoire prend un virage beaucoup plus sombre. Une série de malheurs s'abat sur la famille et va absolument tout changer. Et ça s'enchaîne à une vitesse folle. Je n'ai pas un seul événement, mais une vraie cascade de problèmes. D'abord, les disputes de voisinage qui deviennent insupportables. Puis, le drame, le père qui perd tout son argent. Et comme si ça ne suffisait pas, le petit Sidi Mohamed tombe gravement malade. Leur monde s'écroule. Alors, face à ce désastre, que faire ? La mère, Lalla Zoubida, se tourne vers ce qu'elle connaît, vers le monde spirituel. C'est le début d'une quête poignante, le combat d'une mère prête à tout pour sauver son enfant. Et pour bien comprendre ce qu'elle fait, il faut s'arrêter sur ce concept de foi populaire. C'est un mélange hyper riche de religion, bien sûr, mais aussi de croyances, de traditions ancestrales. Ce n'est pas juste de la superstition, c'est vraiment le système qui permet de donner un sens aux épreuves et de trouver la force de continuer quand tout semble perdu. Lalla Zoubida ne reste pas les bras croisés. Non, elle entame un véritable pèlerinage de l'espoir. Elle va consulter un voyant, puis un autre saint, elle fait des offrandes. Chaque visite est un acte de foi désespéré, une tentative de trouver une lueur d'espoir dans toute cette noirceur. Pendant que la mère se bat dans le monde extérieur, le petit garçon, lui, fait le chemin inverse. Pour échapper à cette réalité qui est devenue trop dure, il se réfugie dans le seul endroit sûr qu'il lui reste, son imagination. Et là, on touche vraiment au cœur du roman. D'un côté, il y a la réalité des adultes, violente, pleine de rumeurs, de soucis d'argent. Et de l'autre, il y a le monde que l'enfant se construit pour se protéger. Sa fameuse boîte à merveilles devient son bouclier, son royaume. Ce n'est pas qu'une simple boîte, c'est son échappatoire. On arrive enfin au dernier chapitre, au dénouement. On pourrait s'attendre à une fin heureuse et simple, mais on va voir que la résolution est bien plus complexe et nuancée que ça. Le père est de retour, et avec lui, c'est un soulagement immense. Le problème de l'argent, qui était à l'origine de tout, est résolu. La famille peut enfin souffler. En apparence, du moins. Le cauchemar est terminé. Mais c'est là que le roman nous donne sa dernière leçon, la plus poignante peut-être. Car même si la famille est réunie, même si la crise est passée, le garçon, lui, se sent toujours seul. Et son seul vrai réconfort, son confident ultime, ça reste sa boîte à merveilles. La tempête extérieure est passée, mais celle à l'intérieur, elle, est toujours là. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question immense. Au fond, est-ce que le seul véritable abri qu'on ait contre les orages de la vie, c'est ce monde qu'on se construit à l'intérieur de soi ? Une interrogation qui, des décennies plus tard, résonne toujours aussi fort.